Il est 7h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. L'Espagne dans l'incertitude. Ce matin, les élections législatives qui avaient lieu hier n'ont pas permis de dégager de majorité absolue. Place désormais aux tractations pour éviter un nouveau scrutin. Le socialiste Pedro Sánchez pourrait garder son fauteuil. Nous serons en direct de Madrid dès le début de ce journal avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Des scènes de films catastrophes en Grèce, en pleine canicule. L'île de Rhodes frappée par des incendies majeurs en pleine période estivale. Des milliers de touristes se ruent vers l'aéroport. On va retrouver notre correspondante qui a passé la nuit avec les naufragés du feu. Que va-t-il dire ? Emmanuel Macron s'exprime à la mi-journée. Interview à 13h sur TF1 et France 2 pour le président qui s'apprête à atterrir dans la matinée en Nouvelle-Calédonie. Le bilan des 100 jours depuis l'autre bout du monde. Voilà un cadre qui pose déjà beaucoup de contradictions, nous dira l'historien Jean Garrigue. Et puis, que se passe-t-il dans les rangs de la police ? Le malaise semble gagner du terrain après la détention d'un agent de la BAC de Marseille. Le patron de la police lui-même monte au front. Il ne manque pas de faire réagir la gauche. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Jacques Serret. Bonjour Jacques. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Lendemain d'élection en Espagne et le pays se réveille dans l'incertitude. Sans certitude, les législatives n'ont pas dégagé de majorité absolue. La droite favorite arrive en tête, mais très légèrement face à une gauche sortante qui obtient un résultat plus haut que prévu. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid. Nos voisins ibériques viennent de vivre une soirée et une nuit de suspense. Au final, le Premier ministre Pedro Sánchez pourrait garder son fauteuil. Et oui, il a pris la parole vers minuit face à ses militants devant le siège du Parti Socialiste et une marée de drapeaux. La droite et l'extrême droite ont été battus, a-t-il lancé tout sourire face à la foule. Si de petits partis régionaux le rejoignent, qu'un autre s'abstient, il pourrait atteindre, allié au parti de gauche radicale Sumar, une majorité qui lui permettrait de se présenter lors d'un deuxième vote au Parlement. En face, le Parti populaire revendique la victoire et les tractations politiques démarrent aussi, faute d'une majorité absolue, regrette Carlos, un restaurateur de 51 ans. On espérait de meilleurs résultats, car là ça va être compliqué de gouverner. Des alliances doivent se former. Et pour cela je pense qu'il faut de nouvelles élections, c'est sûr. S'il n'y a pas d'accord, c'est impossible. Un sixième scrutin depuis 2015 souffle les habitants qui se sont fortement mobilisés hier pour faire barrage à l'extrême droite. Le taux de participation atteint 70%, c'est 3,5 points de plus qu'en 2019. Caroline Baudry en direct de Madrid pour Europe 1. Quand les vacances tournent au cauchemar, c'est ce que vivent actuellement des milliers de touristes en Grèce. Et plus précisément ceux qui ont choisi d'aller se reposer sur l'île de Rhodes. Et en plus de la canicule, les incendies font des ravages face à la progression des flammes. 30 000 habitants et vacanciers ont déjà été évacués en urgence par tous les moyens. Clémentine Athanasiadis, vous êtes à l'aéroport de Rhodes où il y a beaucoup de monde ce matin. On se bouscule entre les valises pour embarquer. Oui, j'ai passé la nuit dans le terminal 2 où je me trouve actuellement. Sur un large écran, les destinations de départ s'affichent. Tel Aviv, Paris, Prague, Vienne ou encore Amsterdam. De façon ininterrompue, des touristes chargés de valises s'engouffrent dans le hall et se pressent devant les comptoirs d'enregistrement. On sent la fatigue chez certains enfants qui s'agitent et pleurent. Doucement, de nombreuses personnes se réveillent après avoir passé la nuit directement à l'aéroport, endormis sur des chaises ou allongés sur des serviettes de plage posées par terre. C'est le cas de la famille Vitli. Pour être certain de ne pas rater leur vol prévu ce soir à 23h. Ces Anglais sont arrivés près de 30 heures à l'avance. Ils se rendent souvent à Rhodes, mais pour la première fois, ils ne se sont pas sentis en sécurité. Les 4 membres de la famille se disent désolés pour les locaux qui voient leur île brûler, même si de leur côté, c'est le soulagement du départ qui domine. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. Cette fois, ça y est, Jacques, il va parler aux Français. Emmanuel Macron accorde une interview télévisée à la mi-journée. Interview à distance depuis Nouméa. Le président doit atterrir dans la matinée en Nouvelle-Calédonie où il débute un périple de 5 jours en Océanie. En avril dernier, souvenez-vous, le chef de l'État avait promis de revenir devant les Français pour clôturer la fameuse séquence des 100 jours. C'est sa première interview depuis les émeutes également qui ont frappé le pays depuis au début du mois. Jusqu'au dernier moment, l'Élysée a hésité sur la date et le format de cette intervention. L'hypothèse d'une lettre aux Français a même été écartée ces derniers jours. Alors, comment analyser ce choix de parler depuis le bout du monde ? Pour l'historien Jean Garrigue, cette prise de parole relève plein de contradictions.
C'est assez inusité qu'un président de la République s'adresse comme ça aux Français de l'extérieur de la métropole, on va dire. Il y a une volonté peut-être de prendre une certaine distance, d'aller vers des sujets plus régaliens, plus surplombants. C'est un petit peu, j'allais dire, contradictoire. Il va falloir qu'il explique la manière dont ont été gérées les émeutes et puis aussi le remaniement gouvernemental. Ce sont des sujets très intérieurs, très métropolitains. Et d'ailleurs, les 100 jours, qui sont aussi le sujet de l'interview, sont aussi des enjeux qui sont très métropolitains. On a surtout l'impression que ça a été très improvisé, cette affaire, puisque l'interview n'était pas prévue. Et sur le régalien, Emmanuel Macron est attendu sur les propos du patron de la police. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin et il réagit à la détention d'un agent de la BAC Nord de Marseille. Celui-ci est accusé d'avoir violenté un jeune homme en marge des émeutes début juillet. Pour Frédéric Vaux, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Alors est-ce pour calmer le ressentiment des agents marseillais? Sur place, en signe de protestation à cette détention, de nombreux agents se sont mis en arrêt maladie. Conséquence, dans la cité phocéenne, il est devenu presque impossible de déposer plainte dans les commissariats par manque d'effectifs. Le syndicat Unité SGP Police continue d'appeler l'ensemble des policiers à assurer un service minimum. Pour Bruno Bartocchetti, le secrétaire national de ce syndicat, ce n'est peut-être que le début. Sur cet appel, pour l'instant, ça a duré indéterminé. Nous allons avoir des réflexions encore sur ce thème-là. Nous allons encore voir quelles sont nos possibilités d'action. Il y aura des rencontres forcément avec le ministère, avec la direction générale. Il faut qu'on sorte de cette impasse, mais il faut qu'on ait des garanties, nous, de travailler dans des conditions normales. Tant qu'on n'aura pas de garantie, nous allons continuer notre action. Bruno Bartocchetti, ce midi, Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole? S'il ne s'adresse pas aux policiers, ce serait vraiment regrettable. On attend de lui qu'ils reconnaissent notre engagement, notre travail. On ne demande pas un passe-droit, on ne demande pas un permis de tuer, on ne demande pas d'avoir une étoile de shérif, on demande juste d'avoir une protection juridique et d'être considéré en tant que tel quand on se retrouve pris dans un étau judiciaire dans l'exercice de nos fonctions. Le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police interrogé par Geoffrey Branger pour Europe 1. Europe 1, il est 7h06, la suite de votre journal, Jacques Serret, Alexandre Lemaire. Quand la pollution atmosphérique a des effets indésirables insoupçonnés, ce que vient de mettre en évidence une étude de l'INSERM et de l'Université de Bordeaux. On savait que la pollution atmosphérique avait des conséquences sur le système nerveux central, maladies neurodégénératives chez l'adulte, troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant. Les chercheurs viennent de constater aussi que cette même pollution qui frappe de plus en plus de villes a aussi des effets sur nos yeux. Selon eux, elle accélère le vieillissement oculaire et le risque de glaucome. Après avoir travaillé pendant 10 ans sur près de 700 habitants de la métropole de Bordeaux âgés de plus de 75 ans, les chercheurs ont mis en évidence une accélération du vieillissement des yeux chez les personnes exposées aux particules fines. Yasmina Katou. Oui, le vieillissement, voire même la cécité. Tous les participants à l'étude ont connu un amincissement de l'épaisseur de leur rétine. La rétine, c'est ce qui tapisse le fond de votre œil et son état est un indicateur du bon fonctionnement du système nerveux. Et bien, à cause de la pollution de l'air, la couche des nerfs de la rétine s'est affinée. C'est l'un des symptômes précurseurs du glaucome, cette maladie neurodégénérative qui peut entraîner une perte de la vue. Pourtant, alerte Laure Guéraud de l'INSERM, toutes les personnes étaient exposées à des taux de pollution inférieurs au seuil recommandé. On était entre 16 microgrammes et 25. Actuellement, le seuil réglementaire européen, il a 25 microgrammes par mètre cube. L'OMS conseille 5 microgrammes. Et ce qui a été acté pour 2030, c'est 10 microgrammes. Donc on est toujours quand même au-dessus de ce qui est recommandé par l'OMS. Laure Guéraud espère que les pouvoirs publics mettront en place des mesures pour diminuer l'exposition de la pollution de l'air au plus vite, car il y a urgence à agir. Le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde. Les explications de Yasmina Katou pour Europe 1. On passe au sport, Jacques. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est décidément le feuilleton de l'été. Un feuilleton à rebondissement et nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. La star parisienne n'a pas été conviée à la tournée du club en Asie. Le PSG affrontera demain au Japon la formation saoudienne Al Nasser de Cristiano Ronaldo demain au Japon. En Espagne, le Real Madrid continue de suivre de près la situation du Français, club que l'international français a failli rejoindre l'été dernier. Bref, le nom de Mbappé résonne absolument partout en ce moment, Cédric Chasseur. ¿Está usted tranquilo? Sí, tranquilo.
Yo siempre estoy tranquilo. Toujours tranquille, Florentino Pérez. Même sur le chemin des bureaux de vote, le président du Real Madrid, sourire aux lèvres, ne peut échapper aux questions sur Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, le club espagnol n'a pas bougé et l'international français est toujours un joueur du PSG, s'entraînant avec les bannis à Poissy, pendant que le reste du groupe a rejoint samedi le Japon pour la suite de sa préparation. Mais même absent physiquement, Mbappé est au centre de toutes les conversations en Asie, où la question de son avenir est sur toutes les lèvres. Marquinhos, le capitaine du PSG. C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés et j'espère qu'on va avoir une bonne solution pour qu'ils puissent revenir dans le groupe et faire partie de nos groupes et nous aider dans cette saison. Pour cela, une seule solution aux yeux de Doha. Mbappé doit prolonger, sinon le PSG cherchera à tout prix à le vendre cet été pour ne pas laisser sa star partir libre en 2024. Cédric Chasseur pour Europe 1. Enfin, la 110e édition du Tour de France s'est clôturée hier à Paris et pour la deuxième année consécutive, c'est le cycliste danois Jonas Vingegaard qui a enfilé le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Comme l'an dernier, le coureur de la Jumbo-Visma devance le Slovène Tadej Pogačar. Et puis en tennis, Novak Djokovic déclare forfait pour le Master 1000 du Canada. Fatigué, le numéro 2 mondial renonce une semaine après sa défaite en finale de Wimbledon face au numéro 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz. Merci Jacques, 7h10 sur Europe 1. Tiens, si on se souciait de la baignade pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont la chance d'être en vacances, la météo des plages, Estelle, on va commencer par la Corse avec de fortes chaleurs, attention. Oui, absolument, puisque c'est les deux départements qui restent en vigilance orange canicule. Donc en Haute-Corse, l'eau sera plutôt calme avec 36 degrés sur le sable et 27 degrés dans l'eau. Et puis dans la Corse du Sud, un peu plus de vagues avec 37 à l'extérieur et 27 aussi à l'intérieur. Un peu plus en hauteur sur la Méditerranée, très peu de vagues. À Marseille, 33 degrés sur le sable et 23 dans l'eau. Et puis à Nice, 26 degrés pour vous baigner, 33 degrés pour bronzer. Sur la façade atlantique, quelques vagues dans l'océan Atlantique avec de la pluie sur une bonne partie de la façade. Au Sable d'Olonne, 21 degrés dehors, 19 dans l'eau. Et puis sur les côtes de la Manche, également pas mal d'averses. L'eau sera pourtant plutôt calme avec quelques petites vagues. À Brest, par exemple, une eau à 18 degrés avec une température extérieure de 21.